Merci pour cette invitation renouvelée, puisque c'est, je crois maintenant, puisque la troisième fois que j'ai le plaisir de participer à votre réunion annuelle. C'est vrai que la précédente, qui était un peu plus tôt, nous avait amené à nous projeter sur ce que serait cette négociation importante. Et je crois déjà de définir ensemble ce que seraient les attendus de cette négociation. Attendus dont il me semble, et là je sais que je ne serai pas contredit, que les objectifs que nous étions fixés, je pense que nous sommes parvenus à les traduire dans cet avenant qui nous a occupés en effet de février à juillet, avec quelques délais supplémentaires liés à une période en effet qui n'était pas totalement propice. Mais enfin, nous y sommes arrivés. Je crois que nous avons abouti à ce que nous pourrons qualifier d'un très bon avenant, d'un bon texte, au sens où à la fois il vous apporte, je crois, des protections qui n'existaient pas jusqu'à présent, en réorientant les choses, aussi bien sur votre mode de rémunération que sur le sens même des missions, au sens où nous les reconnaissons, nous les valorisons, et au-delà de ce qui a été signé, nous ouvrons une perspective, et il y a beaucoup de sujets que vous avez évoqués qui, quelque part, sont déjà inscrits dans le programme de travail qui a été défini dans ce texte. Oui, en effet, il y a un pari de la confiance dans ce texte, mais qui est réciproque comme toute relation de confiance. Et il m'importe que nous puissions la faire vivre dans les prochaines années. Et les remerciements que vous avez adressés aux signataires, que ce soit l'UNCAM, la CNAM, l'UNCAM, c'est la même chose, et l'UNOCAM, puisque Éric Badonnel est présent. Moi, je souhaite, a fortiori dans ce lieu de la salle Larocque, l'élargir au partenaire qui est aussi le ministère de la Santé, puisque c'est une réforme que nous portons évidemment dans une relation qui intègre totalement le ministère de la Santé, qu'il s'agisse de l'évolution des arrêtés de marge, indispensable pour boucler l'équation économique définie dans le champ conventionnel, qu'il s'agisse aussi de l'évolution des missions, et Katia Julienne à côté de moi, au nom de la DGOS, est évidemment en responsabilité sur ce point. Notre sujet, ça va être de réussir la mise en œuvre de l'avenant. Nous avons signé un texte, il faut maintenant le mettre en œuvre. Voilà. Parfois, techniquement, c'est assez serré. On a eu quelques premiers jours de janvier où les choses ont été parfois un petit peu compliquées parce que voilà, les délais d'approbation, de transmission des nouvelles tables fait que on a eu quelques jours où il a fallu un peu jongler. Tout ceci va rentrer dans l'ordre, est rentré dans l'ordre assez rapidement au bout de 2-3 jours. Et nous avons à préparer les échéances qui interviendront au 1er janvier 2019, où là, pour le coup, on n'est pas dans un simple ajustement d'un arrêté de marge, on est dans une première étape beaucoup plus structurante, où au-delà de l'évolution, la nouvelle évolution de l'arrêté de marge, il va s'agir de créer des nouveaux honoraires et de faire que cela, évidemment, fonctionne. Ça n'est pas rien, et c'est un sujet qu'on prend évidemment très au sérieux parce que nous serons attendus collectivement sur notre capacité à ce que les choses fonctionnent bien au début de l'année prochaine. La réussir économiquement, et nous avons prévu dans cet avenant toute une série d'éléments de sécurisation, que ce soit évidemment à titre individuel pour chacune des officines, liées à un souhait qui a été partagé de ce qu'il n'y ait pas quelque part de perdant dans le fait de basculer de la marge sur de nouveaux honoraires. Et donc nous avons un dispositif qui est assez exigeant en gestion, je le dis devant mes équipes qui sont au fond de la salle Larocque, où il va s'agir de faire du cousu main individuel, mais aussi au-delà de clauses de revoyure ou de sauvegarde qui interviennent en 2020 et 2021 afin de vérifier que ce que nous avions projeté se vérifie dans la durée. Moi, je crois que cet avenant est évidemment infiniment plus protecteur que ne l'était la situation d'avant. Je défends la situation d'avant, tout autant que je défends cet avenant. Je pense que ce qui a été signé et qui est entré en vigueur en 2015 puis en 2016 sur l'honoraire à la boîte et l'honoraire pour les ordonnances dites complexes, a une contribution positive et a contribué à
à la limite, dans la limite des moyens qui ont été mis alors en place, a malgré tout contribué à freiner les choses et à plutôt stabiliser. Je pense que nous passons avec ce nouvel avenant dans quelque chose de plus fort. Voilà. Et nous verrons d'ici quelques années si, comme je le pense, il y a un avant et un après sur l'évolution de l'économie officinale. Et l'avant et l'après, ce n'est pas au 1er janvier 2017, comme je l'ai lu parfois. C'est au 1er janvier 2018, parce que l'avenant, il démarre au 1er janvier 2018. Et quand on fait, évidemment, un raisonnement sur 2017, 18, 19, 20, 21, et qu'on dit il y a 500 millions de pertes cumulées, oui, il y a peut-être, et on verra ce qu'il en est exactement, 100 millions en 2017, fois 5, ça fait 500 millions, mais au 1er janvier 2018, il n'y a plus de pertes quand on projette le modèle. Et donc ça, c'est l'effet de l'avenant numéro 11. Voilà. Et je l'ai dit dans d'autres lieux, un peu plus tôt dans l'année, puisque j'étais invité également dans d'autres lieux un peu plus tôt dans l'année. Bon. Il a deviné où c'était. Hein. Je sais pas. Enfin, il faut la réussir sur l'évolution du métier. Et pour le coup, nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux. À la fois de pouvoir repartir sur les entretiens d'accompagnement, et puis de faire naître ce bilan partagé de médication, puisque l'HAS nous a invités à ce que le terme soit complété de cet objectif, partagé évidemment avec le médecin et le patient, cela va sans dire. Ce bilan de médication est un enjeu très fort, je crois. Nous sommes fixés des objectifs, je dirais, de nombre de bilans qui sont ambitieux, parce qu'il faut être ambitieux. Ils ne me paraissent pas déraisonnables, mais évidemment, les atteindre la première année et puis les années suivantes sera évidemment quelque part presque une forme d'épreuve de vérité collective sur justement cette conviction que nous partageons de ce que les pharmaciens d'officine doivent être des acteurs beaucoup plus présents qu'ils ne sont aujourd'hui dans cet accompagnement des patients, aussi bien sur l'observance, je vais me faire reprendre par Gérard Raymond qui n'aime pas le terme, et la lutte contre les risques de iatrogénie. Voilà. C'est au cœur de cette affaire du bilan de médication. Nous avons une population cible de à peu près 4 millions de patients qui, évidemment, se renouvellent en permanence. Nous voyons bien qu'il y a dans les parcours des patients, notamment en sortie d'hospitalisation, des moments où, pour le coup, les risques sont accrus et qu'il y a une vraie nécessité de pouvoir intervenir dans ce double objectif. Mais je pense que nous avons besoin d'un élément englobant, couvrant, qui est le dossier médical partagé et qui permettra que toute la formation médicale soit à un moment donné concentrée quelque part pour toute la population et accessible en tout point du territoire par toutes les professions de santé, avec, parce que c'est ça à la fin, je trouve l'intérêt du DMP, une possibilité à la fois de le consulter directement et de pouvoir faire que ce DMP puisse, entre guillemets, dialoguer et échanger de l'information avec des systèmes d'information plus locaux. Et n'oublions pas les patients, parce que le DMP, il est aussi fait pour permettre l'information du patient et sa capacité à pouvoir disposer d'une information claire, un historique, qu'il puisse lui-même d'ailleurs parfois enrichir. Et nous avons déjà développé d'ailleurs une application qui permettra aux patients de disposer de cet accès simple sur smartphone. Le DMP va être, au-delà des 9 caisses primaires dans lesquelles nous avons fait une phase pilote, va être déployé France entière cette année 2018, évidemment. Et nous visons, je dirais, un vrai lancement généralisé juste après l'été. Nous le faisons d'ailleurs aussi parce que nous souhaitons que vous soyez prêts. Et nous avons eu, avec l'USPO et la FSPF, une réunion de travail avec les éditeurs pharmaciens, pas plus tard que la semaine dernière, pour bien caler avec eux ce que sont leurs calendriers de déploiement des solutions logicielles qui doivent vous permettre évidemment de créer des DMP et de les consulter. Et il y avait de la part de la profession une attente légitime et très fortement exprimée pour que la grille d'habilitation soit évidemment sensiblement élargie
par rapport à ce qu'elle avait été il y a quelques années. Et comme vous le savez, le projet dont a été saisie la CNIL est extrêmement large et les retours que nous avons eus de la CNIL sont, comme nous vous l'avons dit, positifs. Et donc, je pense que cette demande légitime sera satisfaite. Voilà. Et je termine enfin sur le sujet de la prévention. L'expérimentation vaccination est en cours. Et là, pour le coup, ça n'est pas l'assurance maladie qui est en responsabilité. Je pense que peut-être Katia en dira un mot. Nous avons par ailleurs des sujets sur lesquels nous aurons vocation à travailler. C'est inscrit dans l'avenant. Tout ce qui est chimiothérapie, notamment orale, évidemment, en fait partie. Nous avons évoqué des chantiers qui sont évidemment stimulants et intéressants sur le sevrage tabagique, sur des dépistages de cancer. Il faut les travailler. Il ne s'agit pas uniquement de dire à coup sûr, il faut trouver les voies de passage, vérifier que c'est pertinent, que c'est efficace, parfois expérimenter pour en être certain, mais nous serons très pragmatiques parce que nous voyons bien que quand, sur une politique sanitaire, nous sommes, entre guillemets, non pas en difficulté, mais nous voyons que nous avons des marges de progrès, il faut pouvoir potentiellement impliquer tous les acteurs. Je termine sur 2 points. Télémédecine, j'assume d'avoir commencé une négociation avec les médecins seuls, parce que la télémédecine, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un médecin. Voilà. Et donc, il m'a semblé que il fallait que je sécurise le socle. Mais évidemment, la télémédecine ne fonctionnera bien que si nous arrivons à ce qu'elle puisse être déclenchée, sollicitée par d'autres requérants que les médecins eux-mêmes. Je pense évidemment à des professions paramédicales et les officines de pharmacie sont évidemment des lieux tout à fait pertinents pour pouvoir accueillir ce type de dispositif. Quant à l'article 51, il doit permettre, c'est son objectif, de favoriser des évolutions d'organisation de soins en permettant de déroger à la fois, certes, à des conditions réglementaires qui régissent les conditions d'exercice au titre du Code de la santé publique, mais aussi et surtout des éléments de rémunération, car pour qu'une organisation bouge, il faut pouvoir faire que le processus de soins qui est pris en charge dans une organisation différente de ce que nous connaissons aujourd'hui puisse disposer, entre guillemets, d'un prix. Voilà. Et nous sommes, au travers de l'article 51, à la recherche d'évolution et d'innovation tarifaire pour trouver des modèles économiques qui permettent de favoriser une évolution de nos organisations, parce que, et je ne vais pas pour le coup ouvrir ce sujet-là, nous voyons bien que notre système de soins a fortement besoin dans les prochaines années de faire évoluer ces organisations pour pouvoir retirer ou alléger la pression qui s'exerce compte tenu des rigidités que nous observons tous aujourd'hui. Voilà pour ce premier propos.